Écoutez, déjà, je vous remercie pour, votre invitation. Heu, c'est bizarre, j'ai le sentiment que ça ne marche pas. Est-ce que, vous voyez bien l'écran? Je crois qu'il faut encore partager les slides. On vous voit, mais on ne voit pas encore les slides. Alors partager l'écran. Donc, il y a un bouton en bas qui s'appelle partage ou share. Oui, merci, merci, parfait. Heu, alors attendez. Oui, voilà, je pense que là, c'est bon. Voilà, je pense que là, c'est bon. Donc je voulais vous dire que je vous remercie effectivement de votre invitation et pour compléter les propos de Jacques Gravier tout à l'heure, je vais vous parler de la maturation, de la maturité en fait de de ces formidables évolutions des missions du pharmacien, entre ces évolutions législatives, et les réalités de terrain en fait, où, ce sujet a été, on va dire, révélé pendant la crise Covid et le véritable sujet de révélation, c'est la position du premier recours, du, pharmacien d'officine. Donc on pourrait dire également, enjeux, forces et défis en ce qui concerne, le la les missions du pharmacien. Donc juste pour, me présenter, donc j'ai été pharmacien d'officine dans 2 officines, dans le Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France. Je connais bien le monde de la pharmacie puisque j'ai également été administratrice d'une coopérative de pharmaciens qui est un répartiteur pharmaceutique, Astéra, et j'ai été également membre du bureau national du syndicat des pharmaciens dont a parlé tout à l'heure Jacques Gravier, et donc j'ai participé effectivement au champ conventionnel, à la négociation des nouvelles missions, notamment sur l'avenant 11 et l'avenant 15 dont on parlera tout à l'heure. Et puis, j'ai, fondé avec d'autres professionnels, l'une des premières CPTS, Communautés professionnelles territoriales de santé des Hauts-de-France. Donc Jacques, l'a évoqué également et on verra tout l'intérêt de la participation des pharmaciens dans ces CPTS. Et j'ai eu la chance, d'être appelée par le ministère de la santé, fin 2020 pour travailler sur, 2 sujets majeurs que sont l'évolution, des différentes professions de santé, donc pas uniquement les pharmaciens, mais toutes les autres professions de santé, et également, le rôle du numérique, dans, je dirais, le parcours de santé du patient. On a évoqué tout à l'heure avec Jacques, mon espace santé. Eh bien, en fait, j'ai participé, puisque j'étais la référente numérique, j'ai participé à la mise en place de tous les décrets pour qu'au 1er janvier 2022, l'espace de santé puisse être, ouvert à tous les citoyens, français. J'ai quitté le ministère, à la fin de l'année dernière et je continue en officine, mais je donne également des cours de pharmacologie, aussi bien aux infirmiers qu'aux préparateurs en pharmacie. Voilà, ce qui me permet à la fois d'avoir cette vision de terrain que je n'ai jamais quittée, également d'avoir une vision un peu plus territoriale et de comprendre un peu les différents enjeux. Donc pour expliquer un petit peu, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les pharmaciens ont été en mutation, Jacques l'a dit, depuis 2004. On est passé des gardiens des poisons à coordonnateurs du parcours. Ce qui fait la grande force, et on le verra tout au long de cette présentation, c'est qu'en fait, nous n'avons pas en France de désert pharmaceutique, à la différence d'autres professions et notamment de la profession médicale. Nous sommes la première profession de santé à avoir créé un outil numérique de partage de données de santé qu'on appelle le dossier pharmaceutique, le DP, qui, est toujours en attente de décret, enfin de publication de décret pour qu'il soit ouvert en automatique. Mais aujourd'hui, on a près de 40 millions, on a plus de 38,5 millions de dossiers pharmaceutiques qui sont ouverts et qui permettent à tous les pharmaciens de France de connaître instantanément, le traitement du patient. Les pharmacies sont informatisées à un niveau très important, vous le voyez là, et on voit bien que le virage numérique qui a été engagé avec la nouvelle convention met le pharmacien d'officine au centre même de ces transformations, numériques. Et comme ça a été dit tout à l'heure, le Ségur, de la santé qui a été,
acté l'été 2020, octroie un volet numérique de 2 milliards d'euros de financement, 1,4 milliard pour la ville, sous-entendu les professionnels de santé et l'hôpital, et 600 millions d'euros. On n'oublie pas le médico-social avec toutes les personnes fragiles, dépendantes et les personnes en situation de handicap. Alors, quand on parle de la chronologie des lois, donc Jacques a parlé de la loi de 2004. Donc, nous avons la loi Bachelot, qui a été une loi très importante, la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire, qui a permis d'identifier tous les professionnels comme des professionnels de santé. C'est-à-dire qu'on ne parlait plus de médecins, d'infirmiers, pharmaciens. On en parle encore, évidemment, mais on identifie les professionnels de santé. Et puis, ce qui est intéressant de noter, c'est que dans cette loi, on commence à parler de la notion de territoire. Je sais qu'en Italie, vous avez aussi des territoires de santé. En France, c'est vraiment la loi HPST de 2009 qui définit ces territoires, qui définit également les contrats locaux de santé et les plateformes territoriales d'appui, qui sont des outils qui permettent de financer sur certains territoires des besoins spécifiques. Et puis surtout, on définit la télémédecine. Et d'ailleurs, le professeur Pierre Simon, qui intervient très très souvent dans des colloques, avait été le conseiller ministériel à l'époque pour pouvoir mettre dans la loi la définition même de la télémédecine. Et ce qui est très important, c'est la définition du premier recours, et l'article 38 de la loi HPST, puisque le pharmacien d'officine, et on l'a vu avec la crise, est le professionnel de santé qui remplit quasiment toutes les cases, tous les items de ce premier recours qui consiste à des missions différentes comme la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement, le suivi, la dispensation, l'orientation. Dans les soins non programmés, on voit aujourd'hui tout l'intérêt que le pharmacien a dans la place d'orienter les patients pour éviter qu'ils arrivent aux urgences, l'éducation à la santé, la coopération, on en parlera, et puis des missions qui sont définies au niveau du champ conventionnel comme le pharmacien référent, pharmacien correspondant. Et au final, le premier recours, c'est proximité et disponibilité. Comme nous n'avons pas de désert pharmaceutique, on a une proximité liée à la répartition démogéographique des officines. Et comme le pharmacien est ouvert avec des horaires d'ouverture et une enseigne qui lui permet d'être vu et reconnu, avec une équipe professionnelle autour de lui, il est disponible pour la prise en charge des patients. Pardon, j'ai été trop vite. Après, nous passons donc à la deuxième loi qui est la loi Touraine ou la loi de modernisation du système de santé de juillet 2016 qui définit les équipes de soins primaires et les communautés professionnelles territoriales de santé. On précise la territorialité, on renforce la notion de prévention, on reparle du dossier médical partagé qui avait été un petit peu abandonné parce que les professionnels ne souhaitaient pas s'en emparer. Par ailleurs, le dossier pharmaceutique continuait à avancer. Mais pour cette organisation d'exercice coordonné, aucun moyen n'avait été identifié dans la loi. Donc vous voyez, en France, on a des lois pour faire avancer les choses puisque nous sommes des professions réglementées, mais il nous faut aussi des outils financiers et ces outils financiers soit sont identifiés dans la loi, soit sont identifiés dans le champ conventionnel. Mais si ça n'est pas mis dans la loi, ça ne peut pas être appliqué dans un champ conventionnel. Et donc, ça bloquait encore un petit peu. Donc, on commence à parler de l'interpro, les CPTS commencent à se créer. Nous avons créé notre CPTS dans notre territoire en 2017. Donc, vous voyez, c'était peu de temps après la promulgation de la loi. Et ce qui a été moteur également, c'est qu'en France, nous avons une union de professionnels de santé qui s'appelle l'UNPS, qui comporte 400 000 adhérents, différents professionnels de santé, qui a signé le premier accord cadre interprofessionnel et qui permettait de définir en lien avec l'assurance maladie la manière dont la coordination des soins et l'accès aux soins sera travaillé dans les années futures. Donc sans cet ACIP, on ne pouvait pas aller plus loin. Donc vous voyez, premier ACIP 2012, deuxième ACIP octobre 2018, ce qui était donc les prémices à la signature des accords
conventionnel pour l'organisation de la coordination au sein des territoires. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Ensuite, la troisième loi est la loi OTSS, c'est-à-dire Organisation et transformation du système de santé. Cette loi de 2019 ou Ma Santé 2020, on va dire, précise les exercices coordonnés, permet la création, en plus des équipes de soins primaires, et je répondrai à vos questions sur ces sujets si besoin, des équipes de soins spécialisées. On remplace les plateformes territoriales d'appui par des dispositifs d'appui. On met en place la possibilité du financement par l'assurance maladie des communautés professionnelles de santé et donc cela permet en toute évidence d'avancer sur la coordination des soins au niveau des territoires. On a des contrats qu'on appelle les contrats territoriaux de santé qui permettent de financer des missions. Cette loi de 2019, elle crée l'espace numérique de santé, le DMP, le dossier pharmaceutique en ouverture automatique, le Health Data Hub, c'est-à-dire la plateforme des données de santé, et elle ancre la place des pharmaciens dans le numérique. Et la dernière loi, celle à laquelle, d'une manière ou d'une autre, j'ai été très attentive lorsque j'étais au cabinet, c'est la loi sur l'amélioration du système de santé par la confiance et la simplification, ou loi Rist, qui était la loi portée par une députée de la majorité, Stéphanie Rist, qui est une professionnelle de santé. Cette loi permet d'appuyer les protocoles de coopération. On a parlé tout à l'heure avec Jacques des dispensations sous protocole. Eh bien, les protocoles de coopération au sein des équipes pluriprofessionnelles permettent d'avancer sur la prise en charge et parfois de proposer ce qu'on appelle des délégations de tâches, des partages de compétences. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la réussite des CPTS qui se sont investis dans ces missions-là. On travaille également sur le lien ville-hôpital et je dirais la fluidité du parcours. Et on essaye, à travers cette loi, d'élargir les compétences des différentes professions de santé, ce qui n'est pas toujours évident puisque vous avez ce qu'on appelle des guerres de chapelle et les gens veulent garder un peu leurs prérogatives. Et donc, une fois qu'on a mis dans la loi les notions fondamentales, eh bien, il faut travailler sur les conventions. Et Jacques en a parlé quand il a évoqué, je vais juste rallumer un peu parce qu'il fait un peu noir, voilà. Quand il a évoqué l'avenant 11 qui définit les missions des pharmaciens, dans cet avenant 11 que nous avons travaillé avec l'assurance maladie en 2017, on introduit la télémédecine puisqu'on savait que la télémédecine arriverait dans le droit commun dans la LFSS 2018, loi de finances de la sécurité sociale. Donc, je ne reviens pas sur ce que Jacques a dit, le fait que ces missions ont été définies dans l'avenant 9 et notamment les entretiens pharmaceutiques. Ce qui est très important, c'est que l'avenant 15 que nous avons signé en décembre 2018 est un avenant qui a permis d'inscrire les pharmaciens dans l'accompagnement des téléconsultations après la signature de l'avenant conventionnel des médecins. Donc, vous voyez, on a le droit, la loi, et puis après, on introduit des négociations conventionnelles pour pouvoir mettre en application les missions qui ont été définies. Et le dernier décret qui est sorti, c'est le décret Télésoins qui permet aux pharmaciens de pouvoir faire des missions à distance sur ce qu'on appelle les soins pharmaceutiques et notamment les entretiens pharmaceutiques. Et ce décret Télésoins, il est ouvert également à 17 professions d'auxiliaires médicaux. Donc l'avenant 15, il a permis effectivement, après le projet étape qui était de 2014 à 2017, des expérimentations en télémédecine. On passe la téléconsultation et la téléexpertise dans le droit commun et l'avenant 15 qui est signé en décembre 2018 permet aux pharmaciens de démarrer cette prise en charge. Et lors d'un des congrès de la Société française de télémédecine, le président fondateur avait dit que les pharmaciens étaient des partenaires robustes parce qu'ils étaient ancrés sur les territoires. Donc, on voit bien encore que cette notion d'ancrage territorial est fondamentale dans l'évolution des officines. Alors, quelques constats
en post-crise Covid, du rôle de proximité. J'ai dit tout à l'heure que le pharmacien était un professionnel de premier recours et qui était celui qui remplissait toutes les cases. Eh bien, avec les confinements, le seul professionnel qui restait disponible et ouvert, parce qu'il avait aussi un commerce et était professionnel de santé et qu'il a le monopole de la dispensation des médicaments, c'était le pharmacien d'officine. Donc, les confinements ont renforcé le rôle de proximité. La disponibilité, la robustesse du réseau et les pharmaciens se sont coordonnés avec les autres acteurs. Je ne reviens pas sur tous les chiffres qui ont été donnés par Jacques, notamment sur le rôle des pharmaciens dans le dépistage. Typiquement, le dépistage, c'est une notion de premier recours. Et si les pharmaciens en ont fait 90%, c'est bien parce qu'ils répondaient à des attentes des patients et donc le service proposé par les pharmaciens était celui qui était le plus pertinent. Donc, la pharmacie d'officine, c'est une pluralité de compétences. C'est évidemment aussi la conséquence d'une formation plurielle. Et il est clair qu'à l'issue de cette crise, eh bien, des pistes sont sorties, support à la nouvelle convention dont a parlé Jacques tout à l'heure, notamment l'ouverture plus large à la vaccination qui avait été proposée par l'ancienne ministre Agnès Buzyn. La pharmacie d'officine, on l'a définie comme un oasis de santé dans un désert médical. Alors en France, nous avons des maisons France Service qui apparaissent un peu partout, qui font la poste, qui font des services de télémédecine, etc. Les pharmaciens sont très vigilants pour éviter la concurrence déloyale. Mettre en place la télémédecine ne veut pas dire l'ubérisation de la santé. Ça, c'est important. Alors, je n'arrive plus à… Voilà. Alors, la territorialisation de la santé, justement, qui est une notion qui date donc de la loi de 2010, on a vu les pharmaciens effectivement très investis et on voit bien le rôle de la pharmacie en lien avec la répartition des mots géographiques. Dans les chiffres, notamment de ce qu'on appelle la territorialisation de la santé et les CPTS, eh bien, le congrès des CPTS s'est tenu cette semaine à Nantes, donc les chiffres sont tout frais, c'est pour ça que je ne les avais pas mis dans la diapositive. Début août, nous étions à 733 projets ou création de communautés professionnelles territoriales de santé en France. Et sur ces 733 projets, 306 CPTS ont signé des accords avec l'assurance maladie, donc sont déjà en capacité d'être financés par l'assurance maladie. La région la plus couverte en CPTS, c'est la région Centre Val-de-Loire, parce que les professionnels étaient très dynamiques sur ce sujet. La moins couverte est la Nouvelle-Aquitaine, avec la région de Bordeaux, parce que c'est une région qui est très, très grande et manifestement des professionnels plus éparpillés. Ce qui est très important, c'est de dire que les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé, ont tout intérêt à échanger fortement avec les élus locaux, les maires des villes, les présidents de région, parce qu'elles ont énormément à apporter en termes de coordination des soins et de renforcement du parcours de prise en charge des patients. Et il y a évidemment des nouveaux modes d'organisation en plus des CPTS, les maisons de santé, on en a parlé, les équipes de soins primaires et les équipes de soins autour du patient qui sont en ce moment à un niveau d'expérimentation. Alors, les constats qui sont en lien avec cette territorialité, c'est qu'en France, 20 à 25 millions de passages aux urgences par an, dont 20% sont évitables si l'organisation des soins se passe mieux en amont de l'hospitalisation. On voit aujourd'hui que les hôpitaux sont en grande difficulté, les services des urgences, certains ont fermé pendant la période estivale, et donc la prise en charge en amont des urgences est intéressante avec des professionnels de premier recours, dont les pharmaciens. Le deuxième item, ce sont le fait que les soins non programmés sont une urgence dans l'organisation, c'est la conséquence de la première ligne. Les déserts médicaux sont un fléau pour nos territoires et les pathologies chroniques, un défi du 21e siècle. Donc, quand on a dit ça, on s'est dit le rôle du pharmacien dans la territorialité, il est juste incontournable. Et je ne citerai que deux éléments qui
comment dire, qui datent un petit peu, mais qui font sens aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques années, aux alentours de 2013-2014, lors d'un congrès de la FIP, Fédération internationale pharmaceutique, il avait été dit que un patient sur 2 dans le monde, 50 rentrait dans le système de santé par l'intervention, d'un, pharmacien et pour les 50 restants, ça se partageait entre l'intervention d'un médecin ou des messages, sanitaires des pouvoirs publics. Et l'autre, notion intéressante et on le voit aujourd'hui, c'est que, en 2015, le cabinet Asterès a publié, une étude, un rapport qui s'appelle Perspectives 2030. Vous voyez, on y est presque, c'est dans 8 ans. La télémédecine serait le premier accès, la première porte d'accès aux soins et la pharmacie arrive en deuxième. Ce qui veut dire qu'un pharmacien qui pratique les outils numériques et la télémédecine est tout à fait en capacité de répondre aux attentes des professionnels de santé et surtout des patients. La troisième porte d'entrée étant la maison de santé, on voit bien que la coordination interpro, elle a tout son sens dans, l'accès, à la santé, l'hôpital n'arrivant qu'en dernière position. Donc sur la télésanté, eh bien, je le rappelle, le décret, télésanté a été publié en juin 2021 et il acte le fait que les pharmaciens vont pouvoir, utiliser les outils numériques pour leur propre métier et pas seulement en tant qu'accompagnant, un patient dans une téléconsultation. Donc, Jacques a parlé de la nouvelle convention, donc je ne vais pas trop m'y attarder. Ce qui est important de dire, c'est que le rôle du pharmacien a été fortement renforcé, dans cette nouvelle convention avec la vaccination et des entretiens de prévention, que le numérique y a toute sa place et que là, on est sur la première vague de financement du Ségur de la santé, la deuxième vague devant se terminer en 2024, hein. Donc ça permet à tous les pharmaciens, sans coût supplémentaire, d'avoir des logiciels interopérables et ça, c'est une avancée, majeure évidemment, hein, donc on travaille sur les enjeux environnementaux, enfin Jacques en a parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Ce dont on s'est rendu compte également, c'est la notion de naturalité, c'est-à-dire que le pharmacien reste le professionnel de la prise en charge du patient, que ce soit pour les poisons, les médicaments, les produits chimiques, mais également pour tous les produits naturels et on voit un retour très fort, des patients sur des besoins, des envies de mieux consommer, d'avoir une attitude éco-responsable, mais également, des, produits qui soient, je dirais, à effet indésirable, les plus faibles et quand on voit l'augmentation, des demandes de produits, de compléments alimentaires, enfin Equvia pourra certainement en parler, cet après-midi. Le pharmacien se positionne dans un contexte, intéressant d'un marché qui est en pleine croissance pour les années futures. Donc, en conclusion, on peut dire que les enjeux pour, le pharmacien d'officine sont à plusieurs niveaux. Ils sont au niveau organisationnel et ça, on le voit parce que la modification de des et l'ouverture des missions des pharmaciens, oblige le pharmacien à s'organiser mieux au sein de son officine, au sein de son équipe, de manière géographique, mais au niveau de RH, des ressources humaines. Hem, on voit à travers, les chiffres d'IQVIA qui sont sortis il n'y a pas très longtemps que 20 des officines, ont des chiffres d'affaires et des rémunérations qui ont décru pendant la crise, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas organisés aux nouvelles missions de dépistage, de repérage, de vaccination et de tests, même si 80 ont fait le job. Ces enjeux sont au niveau structurel également, mais de par la structure même de l'officine, c'est en lien avec l'organisationnel. Générationnel parce que les nouveaux diplômes veulent travailler différemment et on voit bien qu'on a une pénurie de diplômes et il va falloir qu'on s'organise mieux pour continuer à bien travailler et économique inévitablement parce qu'il y a des investissements à faire pour pouvoir répondre à ces nouvelles missions et économique également dans le sens d'avoir des missions qui soient rémunératrices. Si les pharmaciens ne se sont pas engagés dans les bilans et les entretiens, c'est parce qu'ils avaient le sentiment de ne pas, s'y retrouver au niveau financier. Au niveau, pardon,
au niveau, des forces, du coup, eh bien, je considère que dans notre métier, les contraintes sont des opportunités puisque ce qui a fait notre force pendant le covid, c'est que la répartition des mots géographiques et le réseau officinal avec nos contraintes, eh bien, ont été notre force et je dirais que l'image du pharmacien est sortie et c'est triste à dire d'une crise, mais tout de même, heu, l'image des pharmaciens est sortie grandie de cette crise parce que nous avons pu assumer. Nous avons été là et ça a été pareil dans tous les pays d'Europe. La proximité et la disponibilité, on le voit bien, hein, les patients ont été reconnaissants et comme les patients sont en attente de qualité et d'efficience et que ce sont des obligations qui nous sont imposées, eh bien, c'est tant mieux. La force de la répartition, parce que sans la répartition, nous n'aurions pas pu assumer, l'ensemble de nos missions de donner, de dispenser, les équipements de protection, à l'ensemble des autres professionnels de santé et l'officine, en fait, c'est une mini équipe de soins primaires qui est déjà informatisée et qui est déjà organisée, donc elle a déjà un premier niveau de réponse plurielle avec une formation qui elle aussi, est plurielle. Et en fait, en dernier, les défis, eh bien, les défis que nous allons relever et que nous avons déjà commencé à relever, c'est évidemment de répondre aux attentes de nos patients, mais la réalité a montré que ça a été le cas. Maintenant, il nous faudra motiver nos équipes en post-crise et ça, c'est pas facile du tout. Les pharmaciens n'ont pas été formés au management. Et puis surtout assurer cette transformation organisationnelle au sein de l'espace officinal et puis, bien évidemment maintenir la confiance que, les patients, ont, envers nous. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention et j'espère que, cette intervention vous a intéressé. Je suis bien évidemment à votre disposition, si besoin. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour le professeur Descherf? OK, merci. J'ai moi-même, en fait, une question pour vous. Oui, Donc, vous avez parlé donc, des CTPS, oui, où les prestataires de soins travaillent ensemble. oui. Est-ce que la rémunération des différents prestataires de soins travaillant au sein d'un CTPS, est-ce qu'elle est égale, comparable aux prestations qu'ils font hors CTPS, ou est-ce que c'est un autre système? Alors en fait, elles sont, différentes. La particularité des CPTS, donc communautés professionnelles, hein, CPTS, c'est que, ce sont des associations, qui sont, organisées de manière, territoriale. C'est-à-dire que ça n'est pas l'État qui décide de la manière dont les CPTS vont s'organiser. Il y a bien des règles, mais à l'intérieur des CPTS, il peut y avoir des différences et c'est-à-dire que, par exemple, sur un territoire défini où vous avez des personnes très âgées, je suis désolée, j'ai l'impression que je suis dans le noir, mais vous avez des personnes très âgées, où on a besoin de faire du repérage de la fragilité et cetera. On peut mettre en place des tests de repérage, dépistage qui sont ouverts à tous les professionnels de premier recours. C'est un questionnaire en 6 questions qui peut être financé 6 € et le pharmacien comme l'infirmier, comme le masseur kiné peuvent faire ces questionnaires, ils peuvent être rémunérés de la même manière. Donc, le champ conventionnel, c'est toute la difficulté de ces CPTS et c'est pour ça que c'est long à se mettre en place, mais une fois que c'est solide sur un territoire, ça fonctionne bien. Si les différents professionnels mettent leur ego de côté, si les professionnels, travaillent en se disant: «On travaille ensemble pour le bien de la communauté et des patients» et alors les projets qui sont menés, peuvent être rémunérés de la même manière, indépendamment de, des rémunérations conventionnelles en lien avec l'assurance maladie. La CPTS a un budget annuel qu'elle alloue en fonction de certains critères. Donc il y a des cadres, hein, il y a des contrôles annuels par l'assurance maladie, mais à l'intérieur de ces cadres, elle décide de la manière dont elle peut rémunérer et elle peut faire une rémunération identique pour une même mission à tous les professionnels de santé et c'est ça qui est intéressant. OK, merci beaucoup.